Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le dernier samedi du mois de juillet, samedi 26 juillet 2025, et nous voulons et nous nous efforçons à être fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner quelques informations. Il y a des informations extrêmement importantes, mais nous ne dirons pas celles que vous connaissez déjà et qui viennent toujours en premier lieu, à savoir la situation relative aux accords qui ont été signés entre le Congo et le Rwanda. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Nous continuerons notre combat aussi longtemps que l'affaire ne sera pas terminée. Nous attendons toujours des gouvernants que nous ayons des preuves, des documents administratifs qui nous permettent d'avoir la confirmation que le ministre chargé des Affaires foncières avait effectivement saisi les partenaires parce que ceux-ci avaient réagi. Ils étaient étonnés pour certains, c'était des fake news pour certains, ils n'étaient pas du tout au courant. Et nous attendons toujours au plan intérieur depuis le 5 juin que le ministre porte-parole du gouvernement a annoncé cette information selon laquelle il n'y avait plus de problème, le dossier était clos, il était terminé. Nous n'avons pas les preuves, mais nous les attendons toujours. C'est pour ça que nous profitons, juste pour rappeler que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, avaient dit et ont toujours dit non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de tous ces accords. Surtout maintenant qu'il y a sur les réseaux sociaux un certain nombre d'informations qui circulent selon lesquelles il y aurait 9000 militaires rwandais qui vont défiler le 15 août. Les Congolais veulent avoir la preuve. Et tout ça, c'est faux. Et nous n'en voulons pas du tout. Nous voulons que ces problèmes soient véritablement réglés. La deuxième information que nous allons donner est relative à la situation de Madame Rosie Pio, qui est une journaliste qui travaille ici, je crois, en relation avec France 24, qui mène, semble-t-il, une enquête extrêmement importante sur les explosions relatives aux bombes qui ont eu lieu dans notre pays, au cinéma Star et à l'aéroport de Mayamaya en 1982. Il semble qu'elle a commencé à publier des articles liés à cette enquête et on découvre que Arsène Séverin a publié un texte au nom de JEC, c'est-à-dire Journaliste éthique Congo, des informations extrêmement préoccupantes selon lesquelles elle est menacée. Et il en a appelé au gouvernement pour assurer sa sécurité. Il en a également appelé à la communauté internationale pour qu'elle suive de près ce problème. Alors nous aussi, de notre côté, nous appelons l'attention des gouvernants pour que la sécurité soit assurée. Il n'y a pas de raison, puisque la Constitution de notre pays garantit dans son article 25 la liberté d'expression. Et vous savez, ça me fait penser, même si Jean-Jacques Serge Yombi Opango s'est excusé, je le soutiens dans les excuses qu'il a présentées, dans le fait que nous avons dans notre histoire un certain nombre de faits qui nous poursuivent. Et nous avons besoin que ces faits soient réglés un jour pour que nous allions véritablement à une réconciliation, pour que nous allions véritablement à une bonne démarche du bon vivre ensemble. Mais je crois
que nous allons suivre et que nous verrons comment les choses vont évoluer. La troisième information, c'est l'annonce qui a été faite par le procureur de la République sur le coup d'État, dans lequel, semble-t-il, Maître Bob, pour lequel nous avons déjà fait une intervention, que nous avons demandé sa libération immédiate, puisque nous avions parlé d'enlèvement. Mais enfin, selon la communication faite par le procureur de la République, il aurait été pris en flagrant délit. Un avocat, Maître Ben Kaben Masuka, a été arrêté. Il est arbitrairement détenu dans les services de l'État. C'est une affaire grave. Cette gravité n'est pas due à la personne civile de l'avocat, mais à son statut. Il faut rappeler que de l'ensemble des professions libérales qui existent au Congo, seule la profession d'avocat bénéficie des garanties procédurales exorbitantes de droit commun. C'est-à-dire qu'en temps ordinaire, on ne peut procéder à l'arrestation d'un avocat que suivant une procédure spéciale et en présence à la fois du procureur général et du bâtonnier de l'ordre des avocats, du bâtonnier du barreau. Cette garantie, ce privilège, n'est pas un cadeau fait aux avocats, mais c'est la manifestation de la reconnaissance du rôle primordial de l'avocat dans le primat du droit dans la société. Il importe de rappeler que l'avocat est celui qui porte la voix de la personne qui risque d'être condamnée ou de celle qui risque de perdre son patrimoine. L'avocat participe à travers le débat contradictoire formalisé à la production de la vérité et à la distribution de la justice. C'est en raison de ce rôle qu'on lui reconnaît, d'une part, la liberté de la conception stratégique de la bataille judiciaire qu'il aura à mener, et d'autre part, l'indépendance dans le choix des moyens qu'il aura à utiliser. C'est dans ce contexte qu'il est important de rappeler aussi que l'avocat en droit congolais est un auxiliaire de justice, non pas un auxiliaire du magistrat, mais un auxiliaire de justice. Donc de la valeur fondamentale que représente la justice. Ce qui fait qu'il n'y a pas de justice sans avocat, parce que l'avocat est la béquille de la justice selon l'expression légale, auxiliaire de justice. Au-delà, l'avocat est une personne humaine, c'est un homme, et bénéficie comme tous les hommes des droits fondamentaux de la personne humaine. Or, notre société est allée trop loin dans la violation des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un sujet indisponible parce que les droits de l'homme sont inaliénables et imprescriptibles. Ce n'est donc pas un sujet de négociation. Les droits de l'homme, ça se respecte, un point, c'est tout. Lorsque vous êtes avocat, donc vous bénéficiez des droits de l'homme et que vous bénéficiez de surcroît des garanties procédurales exorbitantes de droit commun, l'État ne peut pas procéder tel qu'il a agi concernant Maître Ben Kaben Masuka. C'est pour cette raison, puisqu'il est nécessaire que l'État puisse faire une marche en arrière sur cette voie de respect des droits de l'homme, pour ne pas dire de violation des droits de l'homme, il est nécessaire que l'État recule, que nous puissions dans cette société vivre pour tous les hommes sous la primauté du droit, et pour les avocats en particulier, lorsque des actions doivent être menées à leur encontre,
que l'État se fasse la violence de respecter les procédures. Bien entendu, les avocats ne sont pas au-dessus de la loi, mais ils ne sont pas en dessous de la loi non plus. Il importe donc de respecter le cadre légal. Pour cela, je joins ma voix à toutes les voix individuelles et collectives qui se sont exprimées au Congo comme à l'étranger pour demander la libération immédiate et sans condition de Maître Ben Kaben Masuka. Dans une démarche de renversement des institutions de la République qui devait avoir lieu le 10 juillet. Et il semble qu'il y a des problèmes de munitions, il y a un certain nombre de choses. Nous avons marqué notre surprise parce que dans la communication du procureur de la République, il a insisté, il a parlé de Cédric Castelin Balou qui résiderait à l'extérieur du pays. Et celui-ci a réagi dans une vidéo en disant qu'il est dans le pays et que le 9 juillet, il a été reçu au niveau de la CID, il en est ressorti sans le moindre problème. De sorte que ça mène à poser beaucoup de problèmes. En ce qui me concerne personnellement, je porterai à l'information des téléspectateurs qu'en 1990, un certain 9 juillet également, j'avais été arrêté comme cerveau penseur d'un coup d'État que je ne comprenais pas moi-même parce qu'il n'y avait ni militaire à mes côtés, je n'avais pas des armes. Bref, mais cette affaire m'avait conduit à passer 1 mois et près de 15 jours en prison. Mais j'étais libéré sans procès, sans quoi que ce soit. Maintenant, pour revenir à ce problème, il faut reconnaître que, sérieusement, au-delà des déclarations que le ministre Thierry Mongala a faites à Paris, comme quoi il y avait la liberté d'expression, il y avait la liberté de manifestation, de réunion, nous découvrons que c'est faux. Et nous constatons que la traque des opposants a commencé. Je crois que vous l'avez vécu. Vous avez vécu le phénomène pour lequel nous ne sommes pas encore sortis de l'enlèvement et de la situation dans laquelle Nassib Bouiti s'est retrouvé. Il ne s'est pas encore remis. Il a des malaises, on lui a injecté du poison, etc. Donc, en fait, une démarche qui vise à éliminer les opposants. Et vous avez suivi par la suite la prise d'un arrêté, l'arrêté numéro 1726, MID-CAB du 30 juin 2025, dans lequel un certain nombre de partis de l'opposition, y compris des partis comme le parti social-démocrate congolais dont je suis le président, qui existe depuis 1991, bon, qui ne figure pas sur la liste, et nous allons revenir sur ça. L'indiscipline dans la mobilisation des emprunts. Tout ce processus fait aboutir au problème lourd et important des biens mal acquis. Le peuple en est là. Le parti unique en parlait chaque fois à l'occasion de ses congrès. Il espérait en obtenir l'oubli. C'était sans compter avec la vigilance des Congolais qui ne comprennent pas pourquoi on n'avance pas sur ces terrains. Ils sont abusés, non seulement par l'enrichissement illicite facile et rapide, par l'embourgeoisement, mais aussi par le mépris des autres, l'insensibilité devant la misère, l'arrogance des heureux élus. Le développement dans des proportions inquiétantes de la corruption préoccupe plus d'un. Elle est à la base de la décadence de notre pays. Nous dénonçons ici les pratiques du pouvoir et de ses acolytes, qui consistent à se lancer dans la distribution effrénée des vins, sel, vélo, poste radio, enveloppés au pot de vin, dans l'espoir de détourner en sa faveur les bonnes grâces des électeurs potentiels. Puisqu'il en est ainsi, nous lui demandons de prendre le courage d'expliquer aux paysans, aux jeunes, à tout le peuple, que c'est à cause des vols, des détournements des deniers publics, de la gabegie et autres pratiques néfastes que leurs enfants ne peuvent pas trouver aujourd'hui un emploi ou que leurs produits agricoles ne peuvent être commercialisés. Ainsi, ce qui aurait dû être fruit de son travail ou de ses efforts devient dette morale envers une gentillesse injustifiée. Nous condamnons avec la dernière énergie la corruption, parce qu'elle sape le moral, avilit l'individu, développe les injustices et désorganise l'économie.
que le pouvoir et ses acolytes n'espèrent pas sur ce genre de pratique pour gagner les futures élections. Le peuple se doit d'être vigilant. Quant au problème de l'homme, on a assisté dans le pays à l'émergence de la médiocrité. À tous les niveaux, un choix a été fait pour la gestion familiale, villageoise et clanique. Il s'agit de se servir et non de servir. Les cadres brillants et compétents, intègres ayant de la personnalité, sont l'objet d'inhibition, de frustration et d'humiliation. Bref, rien ne tourne, le pays a été mal géré. Le pays connaît depuis plusieurs années une crise qui atteint un seuil intolérable. Elle n'a fait que s'aggraver à chaque fois les régimes en place n'ont pas pu s'attaquer aux véritables maux. L'intervention de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international n'aura rien changé. À plusieurs occasions, ce constat a été fait. Conférence nationale de 72, déclaration du 12-12-75, conférence du parti de 76, mars 79. C'est ainsi que le président de la République déclare à la fin de l'année 1984, soit 5 ans après son accession à la magistrature suprême, ce qui suit, dans la fonction publique, dans les entreprises, les pratiques s'appellent indiscipline, inconscience, incompétence, détournement des biens publics, gabegie, absentéisme, retard. Le meilleur État du monde ne réussirait pas face à un tel arsenal d'autodestruction nationale. Maintenant, ce qui nous préoccupe dans cette question, c'est quoi? Nous avons des dossiers bien connus, notamment ceux relatifs aux scandaleux crimes économiques et financiers. Vous avez les 14 000 milliards. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Vous avez l'affaire du FIGA, vous avez les malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture, vous avez le détournement de 9 milliards des pensions de novembre et de décembre 2016, vous avez le différentiel de 6 milliards. Donc, on a un nombre important de dossiers de scandales et crimes économiques et financiers pour lesquels les responsables ont plongé le pays dans la situation chaotique actuelle, qui a permis d'ailleurs au ministre des Finances de déclarer à Pointe-Noire qu'on était dans une situation réelle de crise. Mais nous le savons depuis 10 ans. Que faisons-nous par rapport à ces situations? Y a-t-il une justice à 2 vitesses dans ce pays? L'article 15 ne dit-il pas que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État? Ne dit pas tant que nul ne doit être protégé, avantagé ou favorisé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres? Où allons-nous? Et pendant que ça se passe, nous n'avons de cesse de dire, et nous le redirons toujours, que depuis 2002, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Ces problèmes, on ne les règle pas. On ne veut pas les régler. Et on est là pour pêcher un certain nombre de choses. Alors, nous condamnons cette attitude. Et nous osons espérer que les opposants, les gouvernants, vont arrêter la traque des opposants. Parce que les opposants sont traqués. Ils sont déjà nombreux à la maison d'arrêt. Quand nous parlons de André Okombi Salissa, quand nous parlons de Jean-Marie Michel Moukoko, on nous dit que c'est des prisonniers de droit commun. Maintenant, ceux qui ont volé, qui ont plongé le pays dans la situation actuelle, comment devrait-on les appeler? Ce n'est pas sérieux. L'un des derniers cas, celui de Dongou, Silver Armel, alias Zidane, ou celui de Moya Gertrude Stéphane, il est suffisamment connu au trésor
D'autant que le procureur de la République avait émis à l'endroit de ces deux personnes un mandat d'arrêt international avec interdiction de sortie du territoire. Pourquoi ces dossiers ne sont pas suivis? Nous avons parlé nous-mêmes à un moment donné, suite aux révélations faites sur les réseaux sociaux par M. Laurent Sokoko, citoyen panafricaniste angolais. Nous avons parlé du complot international contre l'État qui visait entre autres l'assassinat du président de la République. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Bonjour, président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Bon week-end. Oui, ça va, et vous? Ça va bien, merci. Alors, on peut continuer notre entretien de la dernière fois parce que on a dit qu'on devait faire en plusieurs parties. Alors, Ok, merci beaucoup, maître. Oui. Bon, comme d'habitude, quand on commence l'émission, on fait une petite introduction à 3 langues. C'est ça. En portugais, en français et puis à lingala. Très bien. Je conseille les gens de nous suivre vraiment attentivement dans l'émission d'aujourd'hui parce que il y a des choses vraiment très sérieuses. On doit parler à ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Bon, je commence d'abord introduction et puis en portugais, en français, à lingala. Dans mon opinion, moi je pense que 2 présidents de l'Angola, Jean Lourenço et RDC, président Tshisekedi, se rencontrent pour la sécurité des régions parce que l'arrivée des troupes rwandaises au Congo-Brazzaville, c'est très dangereux pour l'Angola et la RDC. Moi, quand j'ai parlé d'Edi Christelle, le fils du président Sassou Nguesso, quand il voulait faire le coup d'État à son père. Mais aujourd'hui, on doit démontrer quand même quelques preuves pour que les gens sachent que les choses que nous avons en train de mobiliser le peuple, c'est sérieux. Le monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de coopération internationale du Congo-Brazzaville, pour rencontrer le président Dos Santos, pour faire une alliance, pour demander l'aide, pour faire coup d'état militaire au Congo-Brazzaville, pour renverser son père, Denis Sassou Nguesso. Ce pas des dossiers qui méritent d'être suivis. Même les 14 000 milliards, quand la société civile a déposé une plainte, il semble que cette plainte, cela aurait été réglé. Où allons-nous? Et nous nous posons la question. Alors, pour terminer sur cette question, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et je suis très sensible à ça, je remercie Brazza News d'avoir publié cette information. Elle est d'ailleurs très courte. C'est une information qui a consisté à dire, et bon, ben le prochain, c'est Clément Mirassa. Il sera, semble-t-il, mis dans cette situation selon le même mode opératoire, etc. Certainement un complot qui sera préparé. Mais déjà, les Congolais savent qu'on avait déjà appelé Christian Perrin pour dire qu'il ne fallait pas qu'il soit responsable de la mort de Clément Mirassa. Je rappelle aussi que le 4 novembre 2014, un commando est rentré chez moi, nous a attaqué alors que nous étions en pleine réunion et depuis lors, en fait, il cherchait également ma mort. Donc, il faut qu'on arrête avec cette façon de faire. Il faut qu'on soit clair, qu'on prépare cette élection dans les meilleures conditions possibles, dans la transparence, dans l'équité, dans l'égalité des chances. Déjà, l'opposition est défavorisée puisqu'elle n'a pas accès aux médias d'État qui sont devenus, qui sont caporalisés par le pouvoir, qui n'est pas en conformité avec la loi. Et pourtant, les médias d'État, c'est une propriété collective. Et il n'y a pas de raison que nous soyons exclus. Donc, nous condamnons ce qui se passe aujourd'hui. Et nous osons espérer qu'il faut qu'on prenne des dispositions pour que les opposants puissent
vaquer librement à leurs occupations, faire des réunions, circuler dans tout le pays et faire en sorte qu'eux aussi aient la possibilité. Déjà, le fait d'avoir que le ministre de l'Intérieur ait pris ce texte, c'était en fait pour empêcher, ils veulent empêcher les opposants d'être en contact avec les Congolais. Et ce n'est pas du tout ça. Donc voilà l'attention que nous voulions attirer et nous osons espérer. Je rejoins là une préoccupation qui est ressortie dans la déclaration des avocats, à savoir, moi je ne suis pas juriste, mais j'ai cru comprendre à travers la déclaration lue par Madame Brigitte Nzingula, qui joue actuellement le rôle de bâtonnier, etc. J'ai cru comprendre que lorsqu'il y a flagrance, le procès doit se faire rapidement. Et c'est quoi? Il ne faut pas que ce soit comme le cas d'André Okombi-Salissa. Il faut que le procès se tienne et que les Congolais puissent avoir le véritable contour de la situation. Donc voilà sur cette situation qui nous préoccupe et que nous suivons d'assez près. Maintenant, je passe à la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui, elle est claire. Elle va dans le sens des dernières émissions que nous avons faites parce que nous sommes préoccupés par ces affaires d'élimination des partis de l'opposition, coup d'État, etc. Et aujourd'hui, nous avons choisi de suivre la thématique suivante, le scandaleux tripatouillage électoral en vue de la conservation du pouvoir. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois. Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxièmement, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Parce qu'il s'agit bien de cela. Il s'agit d'un scandaleux tripatouillage électoral en vue de la conservation du pouvoir. Alors, pour aborder cette thématique, j'ai choisi d'aborder dans un premier temps l'analyse un peu de la loi 20-2017 du 12 mai 2017. Cette loi, elle est claire. Elle est intitulée « Loi portant 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique aux conditions relatives. Loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques. » Je ne vais pas commenter sur toute cette loi, mais je vais revenir un peu aux aspects que nous avons essayé de découvrir lorsqu'on a eu cette rencontre le 12 juillet dernier avec le préfet directeur général de l'administration du territoire. Le premier aspect qui nous a préoccupés, qui nous a choqués, c'est d'entendre de la bouche du préfet directeur général de l'administration du territoire que cette loi n'a pas jusqu'alors de texte d'application. Il n'y a pas de décret d'application de cette loi. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions. À partir de quoi le ministre de l'Intérieur la met en application? Et on constate que la loi est sortie en 2017. Et en 2025, c'est-à-dire 8 ans après, on n'a pas pris de décret d'application, mais on a déjà pris plusieurs textes faisant apparaître chaque année une liste des partis, soi-disant reconnus pour l'année. Nous ne savons pas ce que ça veut dire parce que l'année civile court du 1er janvier au 31 décembre, en fait, cette reconnaissance. Et nous voulons savoir exactement qu'est-ce que cela veut dire. Et je crois que c'est un aspect suffisamment important. Le deuxième aspect sur lequel nous allons revenir
et sur lequel je crois qu'il faut une bonne compréhension. C'est lorsque le directeur général de l'administration du territoire essaie d'interpréter le texte et nous dit « Vous n'êtes pas sanctionné ». Parce qu'il y a un article qui prévoit les sanctions, c'est l'avertissement, c'est le blâme, c'est la suspension, c'est la dissolution. Aucun parti n'a été dissous. Mais lorsque nous nous présentons, ou lorsque nos structures se présentent dans les différents arrondissements, on leur dit, votre nom n'est pas sur la liste. Vous ne pouvez pas intervenir. Les noms qui figurent sur la liste, c'est comme le Parti congolais du travail, qui n'est pas conforme à la loi. Ça fait quoi? Ça crée des frustrations. Et ce n'est pas normal. Ce sont eux qui ont voté la loi. Ce sont eux qui doivent l'appliquer. Et moi, j'ai été très heureux que le président du Sénat déclare que le Parlement vote la loi pour qu'elle soit exécutée et qu'elle doit être appliquée sans discrimination. Pourquoi les lois ne sont pas appliquées par les gouvernants et ils violent régulièrement? Et ça, ce n'est pas du tout normal. L'autre aspect que nous allons aborder, qui a retenu notre attention, c'est que le préfet directeur général de l'administration du territoire a tenu à nous dire qu'il ne fallait pas que nous fassions le procès des partis qui sont sur. Si le procès doit être fait. Moi, je ne cesse de dénoncer depuis plusieurs années que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, qu'il aurait dû et qu'il doit être sanctionné. Et quand je vois le Parti congolais du travail sur une telle liste, pas seulement la liste de 2025, mais il apparaît également dans la liste de 2020, il n'y a aucune raison que je reste silencieux. Pourquoi vous voulez réduire les gens au silence? Et il faut que nous commentons ça parce que nous avons besoin de transparence. Et nous constatons que les gouvernants ont justement peur de la transparence parce que quand je prends ce décret qui est dans mon dossier, le décret 1726, etc., qui a été pris, je l'ai sous les yeux, les seuls visas ne concernent que la loi 2017. Il n'y a aucune explication. On n'a jamais eu un rapport sur la situation des partis politiques. Et pourtant, ce ministère est chargé de gérer et de suivre tous les aspects des partis politiques. Il n'y a aucun document et absolument rien. Et c'est pour ça que nous disons que nous allons essayer de nous appesantir sur deux articles particuliers de cette loi. Le premier article sur lequel nous allons nous appesantir, c'est l'article 11. L'article 11 de cette loi dit ceci: les partis politiques, outre le siège national, doivent avoir des membres et des sièges permanents dans tous les départements. La question fondamentale et structurelle qu'on doit se poser, est-ce que les partis retenus, les 42, ont effectivement les sièges dans tous les départements? Et c'est ça la question à laquelle le ministère de l'Intérieur et les gouvernants doivent répondre. Parce que nous disons, et nous ne cesserons de le dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et il faut que nous allions, parce que nous ne sommes pas convaincus, ayant déjà l'information comme quoi le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le deuxième article sur lequel nous allons nous appesantir, c'est l'article 26 de cette loi qui dit ceci: les partis politiques ont le devoir de se conformer à la Constitution. Pourquoi nous voulons insister sur cet article? Mais parce que nous savons que les gouvernants violent dans l'impunité totale les lois et règlements de la République. Et ils pensent que c'est leur volonté qui est devenue la loi. Non. Et je rappelle à cette idée, je ne cesserai de le rappeler, que le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Et qu'on a changé, j'ai cru comprendre qu'on avait changé de constitution en 2015 pour faire évoluer les institutions, pas pour permettre aux gouvernants de violer dans l'impunité totale les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Ça, nous n'acceptons pas. Donc, nous avons voulu d'abord placer le cadre et essayer de donner quelques rappels sur cette loi 12-20-2017, du 12 mai 2017, pour que nous allions. Maintenant, le point que nous allons aller, une fois que nous avons, c'est en deuxième position, c'est l'analyse de la situation de l'application de cette loi. Comment cette loi est appliquée? Et à ce propos, je vous préviens que nous allons prendre 3 étapes. La première étape, c'est comment elle a été appliquée en 2018. La deuxième étape, c'est comment elle a été appliquée en 2020. Et la troisième étape, c'est comment elle a été appliquée en 2025. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé?
un an après que cette loi ait été promulguée. C'est le 11 juin, je crois, le ministre de l'administration du territoire a tenu à rencontrer les responsables des partis politiques, des associations politiques, des ONG et autres. Et au cours de cette rencontre, il a tenu à nous dire qu'on se préparait à aller à une tenue imminente d'un Conseil national de dialogue. Et que sur la base des rapports qui avaient été faits par les préfets des départements, il y avait 49 partis qui étaient reconnus comme devant fonctionner pour l'année 2020. L'année n'était pas précisée et les autres, ils ne devaient pas prendre part au Conseil national du dialogue. Comme ça qu'on a fini par faire, c'est quoi? Ce Conseil national de dialogue, non seulement n'a jamais été formellement mis en place, mais il ne s'est jamais réuni. L'annonce faite par le ministre Mboulou en 2018 n'a jamais eu d'application. Le Conseil national de dialogue ne s'est jamais réuni. Et pourtant, il avait été précisé qu'il y aurait les 60 représentants des partis, 20 pour la majorité, 20 pour l'opposition. Et pour lui, il y a une notion que je n'aime pas parce que quand il y a la majorité et l'opposition, je ne vois pas ce que le centre fait. En démocratie, il y a la majorité et l'opposition, mais le pouvoir a sciemment créé les partis du centre pour venir introduire la confusion dans notre système électoral. Et je crois que toutes ces choses, elles devront être rattrapées un jour. Maintenant, une fois que le ministre de l'Intérieur a fait cette annonce, mais il y a eu de vives réactions. Parmi les réactions qu'il y a eu, on lui a dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Ça, c'est le premier point. Donc, pour nous, en fait, les partis qui ont été créés, reconnus en 1991 ou avant 2017 ne devaient avoir aucun problème avec cette loi dans l'application de cette loi de 2017. Bref, c'est l'interprétation que nous en avons fait. Le deuxième aspect, puisqu'il s'agissait de dire qu'il fallait que les partis aient des sièges dans tous les départements, ça suppose quoi? Ça suppose des moyens financiers. Et nous avons attiré l'attention du ministre de l'Intérieur sur le fait qu'il fallait lier ce problème à l'assainissement de la vie publique, à la moralisation et faire en sorte que tous les dossiers en suspens, comme ceux que nous venions de citer tout à l'heure, soient examinés pour que ceux des responsables des partis ou ceux des responsables administratifs, etc., qui sont baignés dans des gros scandales économiques et financiers, puissent répondre de leurs actes et qu'on puisse mettre les gens pratiquement à niveau, qu'ils soient sur le même point d'égalité. Cela n'a jamais été fait. Ensuite, nous avons évoqué, mais le fait que l'administration telle qu'elle fonctionne, mais elle n'est pas neutre, elle est partisane, elle manque de neutralité. Comment fait-on? Je vous prends un exemple. On a nommé plusieurs préfets. 4 des préfets nommés sont des membres du comité central du Parti congolais du travail, qui ont fait partie des 2588 congressistes qui ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du Parti congolais du travail. Mais vous pensez qu'ils sont préfets pourquoi? Mais ils sont préfets dans le cadre de la conservation du pouvoir. Ils sont préfets dans le cadre de la conservation du pouvoir. Donc nous avons fait toutes ces remarques et nous avons dit que nous avons bien perçu que la démarche consistait à agir pour l'exclusion de la vie et de l'animation politique d'un certain nombre d'acteurs de l'opposition. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a fini la réunion le 11 juin et le 12 juin 2018, c'est le préfet directeur général de l'administration du territoire qui sort un document du ministère de l'Intérieur où il doit donner la liste, ça avait cette forme, liste des partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et je tiens à relever que tout ça se fait sans que le décret d'application de la loi n'ait été pris, sans que l'on découvre et qu'on sache clairement d'où vient le pouvoir qui permet au ministre Mboulou chaque année de déclarer des partis reconnus ou pas. Vous voyez que c'est la fraude qui a commencé. Mais on ne s'arrête pas là. Nous autres, quand on a eu ce document, nous nous sommes retrouvés et nous avons mené une enquête. Nous avons fait un document que nous avons envoyé au ministère de l'Intérieur qui s'appelle
nous avons publié ce document qui est intitulé « Analyse de la situation des partis suite à la décision annoncée de la conformité ou non de ceux-ci à la loi ». Bon, mais je ne vais pas m'attarder parce que le document est volumineux. Je ne peux pas passer mon temps à commenter ce document. Je vais juste commenter un aspect qui va vous faire ressortir beaucoup de choses. L'aspect sur lequel je vais m'appesantir est le suivant. C'est la situation des sièges effectifs des partis politiques dans les départements en 2018. Nous n'avons pas tenu compte seulement des partis qui avaient été annoncés par les ministres de l'Intérieur ou par les ministères de l'Intérieur. Nous avons fait une vue globale. Qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert qu'il n'y avait que 28 partis qui avaient au moins un siège dans un département. Les départements qui avaient le plus grand nombre de sièges des partis, c'était les départements Pointe-Noire-Cuilou. Enfin, on avait jumelé les deux, compte tenu de leur proximité et de leur histoire. Il y avait 28. Donc, vous voyez bien que sur les 55 annoncés, on peut considérer qu'il y avait au moins 27 qui n'étaient pas conformes à la loi. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Ça, c'est par rapport à l'article 11 qui est relatif au siège des partis politiques. Maintenant, si je vous donne les détails, je vais essayer de le donner de façon synthétique par rapport à ce tableau que nous avons fait. Qu'est-ce qui est apparu? Dans le Niari, il y avait 18 partis qui avaient un siège. Dans la Bouenza, il y avait 19 partis. Donc, à chaque fois, si vous faites la différence entre 55 et 18, ça fait pratiquement 37. Si vous faites la différence entre 55 et 19, ça fait 36. Donc, vous voyez à chaque fois. Donc, vous allez voir tout au long qu'on a déclaré conforme à la loi des partis qui, en réalité, ne le sont pas. Ce n'est pas sérieux. Dans une volonté de nuire, dans une volonté d'exclure un certain nombre de partis. Je continue. Dans l'Alekoumou, il y en avait 15. Il y avait 15 partis qui avaient un siège dans le département de l'Alekoumou. Dans le Poul, il y en avait 9. Dans les plateaux, il y en avait 8. Dans la cuvette centrale, il y en avait 2. Dans la cuvette ouest, il y avait 5. Dans la Sanga, il y en avait 6. Et dans la Likwala, il y en avait 6. Vous voyez bien que, en fait, quand vous regardez, rien que par rapport à l'aspect de l'existence des sièges des partis dans tous les départements, vous voyez bien qu'il n'y a pratiquement aucun parti, sinon très peu de partis, qui pouvaient se réclamer d'avoir des sièges dans tous les départements. Ça veut dire quoi? Mais ça rejoint une notion que j'ai évoquée il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire qu'il y a un deal entre le pouvoir et certains partis pour qu'il soit déclaré conforme à la loi. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est par exemple de se dire de l'opposition, alors que le deal signé, c'est de soutenir le pouvoir. Et à chaque fois, quand j'ai essayé de dire une fois qu'il y en avait qui étaient, d'après l'opinion nationale congolaise, qu'il y en avait qui étaient opposants le jour, mais qui étaient collaborateurs la nuit, on disait, mais voilà l'une des preuves. Comment un parti qui n'est pas conforme à la loi, déjà du point de vue du siège, peut être déclaré par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire par le gouvernement, par les gouvernants, comme étant conforme à la loi. Tricherie, fraude, volonté de conserver le pouvoir, mise en place d'un dispositif et d'un système qui puisse faire que le pouvoir ne l'échappe pas. Non pas parce que le bilan est bon, mais parce qu'on est dans le cadre de la fraude et de la tricherie. Et cette tricherie qui commence à partir de la reconnaissance des partis, elle va continuer, y compris au niveau de la commission nationale, soi-disant électorale, soi-disant indépendante, mais qui ne l'est pas. Elle va continuer dans la désignation des représentants des partis, etc. Tout simplement pourquoi? Mais pour conserver, pour la conservation du pouvoir. Ça, c'est lorsque nous prenons le premier article, c'est-à-dire l'article 11. Quand nous prenons l'article 26, le deuxième article, qui dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution.
Je ne reviens pas sur l'affaire du PCT, vous la connaissez suffisamment. Nous avons suffisamment argumenté et tous les Congolais savent que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Rien que leur silence, parce qu'on les connaît. On les connaît quand ils sont piqués, ils réagissent. Mais rien que leur silence, depuis de nombreuses années, et depuis qu'on déclare que depuis 2002, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Maintenant, quand tu prends l'article 2, le deuxième article plutôt qui est relatif à l'article 26, ça ne s'explique pas quoi. Mais le premier aspect qui est très fort, c'est que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun responsable administratif, aucun acteur politique élu ou nommé à une autre fonction publique n'a daigné de déclarer son patrimoine. Ça veut dire quoi? Violation de l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et violation de l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, mais qui disent clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Ça n'a jamais été fait. Anatole Konile Makosso est venu en 2021, il a essayé de faire un spectacle. Mais l'expérience qui a été faite en 2021 ne s'est pas faite conformément à la loi. De sorte que le constat qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, j'ajoute un deuxième pour le PCT. Mais pour le PCT, c'est qu'à leur congrès de 2019, ils ont choisi de façon unanime de reconduire M. Dédi Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation de l'article, de l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Voilà, nous agissons sur la base des preuves. Donc, quand nous prenons ces deux articles et nous prenons le tableau que nous avons fait et le commentaire que nous avons fait, la déduction est simple. Elle doit préoccuper le ministère de l'Intérieur. En 2018, aucun des partis reconnus par le ministère de l'Intérieur n'était conforme à la loi. Mais le ministère de l'Intérieur, pour des raisons qui étaient les siennes, a décidé de les considérer comme reconnus, alors qu'en fait, le ministère de l'Intérieur ne peut reconnaître que des partis qui sont respectueux de la loi, pas des partis qui violent la loi. Et à notre avis, c'est extrêmement compliqué. Donc, nous avons voulu, par rapport à cette situation de 2018, rappeler, et pour que les gens soient convaincus que ce qui s'est fait au ministère de l'Intérieur, sinon ce qui s'est fait par tous les gouvernements qui sont passés, y compris celui d'Anatole Konile Makosso, c'est une démarche de tricherie, une démarche de fraude. Et là, nous n'abordons que cet aspect, mais il y a d'autres aspects sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Ensuite, quand on a fini le cas de l'expérience de 2018, mais on en vient à l'expérience de 2020. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un arrêté, l'arrêté numéro 13205 du 21 octobre 2020, publiant la liste des partis pour l'année 2020. Bon, là aussi. Qu'est-ce qui permet au ministre de l'Intérieur de faire ce genre de publication et de publier cela? Déjà, nous avons constaté qu'en 2018, tout ce qui était fait, c'est dans le domaine du faux et de l'usage du faux. Et ce n'est pas une bonne chose quand il s'agit de l'État, des gouvernants qui ne cessent de parler de la restauration de l'autorité de l'État pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, par rapport à la situation de 2020, ce qui s'est passé et ce qu'il faut rappeler, c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il y a eu comme élément nouveau? Et ce qu'il y a eu comme élément nouveau, c'est qu'en décembre 2019, Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, en même temps, président du Sénat, a présidé ce congrès, le 5e congrès ordinaire du PCT. Et au cours de ce congrès, les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Dédi Sassou Nguesso comme président
du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait le président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de la Constitution, comme je venais de le dire. Mais il est dit, l'article 26 dit, que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et sur ce constat, un citoyen congolais a pris le courage d'introduire une requête à la Cour constitutionnelle au fait de recours en inconstitutionnalité de l'élection ayant permis la reconduction de M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Cette requête a été déclarée recevable par la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle y a pris une décision. C'est la décision 005/DCC/SVA/20 du 31 juillet 2020. Et à travers cette déclaration, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour trancher de ce dossier. Et elle a choisi d'en faire une notification à M. le Président de la République, à M. le Président du Sénat, à M. le Président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre chef du gouvernement, au ministre chargé de l'Intérieur et au ministre chargé de l'Intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 31 juillet 2020, au plan constitutionnel, toutes ces autorités sont informées. 1, de ce que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. 2, de ce que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Mais si elles ont reçu cette notification, c'était bien pour qu'elles mènent les démarches, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et l'un des objectifs devait être de faire que l'on respecte ou que l'on fasse respecter la Constitution. Dans toutes les institutions, ça a été le silence. Silence radieux. Silence radieux. Et c'est plus grave de faire ce constat au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Mais parce que ce sont ces institutions qui votent les lois et elles sont chargées d'en suivre l'exécution et d'en faire le contrôle. Et comme le président du Sénat dit, le Parlement vote les lois pour qu'elles soient exécutées. Et elles doivent être appliquées sans discrimination. Pourquoi alors, dans ce cas, on n'arrive pas à résoudre le problème? Et les Congolais comprendront le sens de la lettre ouverte que j'ai adressée au vénérable président du Sénat et à l'honorable président de l'Assemblée nationale, justement pour les tenir informés et tenir l'opinion informée de ce qu'il y avait des situations graves que l'on gérait dans le pays. Et parmi ces situations, il y a justement ces situations de violation dans l'impunité totale des lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Et nous avons fait cette démarche pour que les sénateurs, pour que les députés se saisissent de ce dossier, en fassent un débat, parce que ce sont les représentants du peuple, et que l'on puisse en sortir avec une situation. Maintenant, ce que je peux dire, le hic, le couac, c'est quoi? Mais c'est que lorsqu'on dit que le Parti congolais du travail a violé la loi que je vous ai brandie, que le parler est voté majoritairement par les sénateurs et les députés du Parti congolais du travail. Mais l'article 31 de cette loi sur les partis dit quoi? En cas de violation des lois en vigueur par un parti ou un groupement politique, ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend les partis concernés et ordonne la fermeture de ces locaux. Pourquoi le ministre Raymond Zéphiré Ngoulou ne fait pas ça pour bien considérer l'application, la bonne application de la loi? Et pourquoi s'acharne-t-il à des partis qui ont des récépissés même depuis 1991? Pourquoi? Évidemment, il suffit de poursuivre le raisonnement. Si on poursuit le raisonnement, la sanction du PCT entraînerait quoi? Ou doit entraîner quoi? La sanction du PCT doit entraîner que l'Assemblée soit mise à plat. Si le PCT est suspendu, l'Assemblée est mise à plat. Si le PCT est suspendu, le Sénat est mis à plat. C'est l'interprétation que je fais de la loi. Les juristes peuvent certainement apporter d'autres éléments, mais c'est la vision que nous en avons. Alors, au lieu que le Parti
congolais du travail soit sanctionné, et il doit être sanctionné. Qu'est-ce que nous vivons? Non. En octobre 2020, le ministre de l'Intérieur publie un arrêté des partis, sur la liste des partis pour l'année 2020. Et le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, est placé en tête de ces partis. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on veut provoquer les Congolais? Est-ce qu'on pense que les Congolais sont ignorants et qu'ils ne suivent pas tout ça? Est-ce qu'on se dit que les Congolais ne vont pas s'en apercevoir? Mais maintenant, les Congolais s'en sont aperçus. Et c'est pour ça que nous n'allons pas faire une analyse détaillée de l'arrêté 13205, justement du 21 octobre 2020, parce que rien que le fait que nous avons déjà suffisamment argumenté sur le fait que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi et qu'il apparaît dans ce texte, et vous avez déjà une situation embarrassante. 2018, le ministère de l'Intérieur déclare le PCT conforme à la loi avec d'autres partis. J'ai fait la démonstration qu'en fait, aucun de ces partis n'était conforme à la loi. Et 2020, le PCT réapparaît. Et si on fait les détails pour regarder les autres partis, évidemment, ça sera la même chose. Et je crois qu'on peut faire l'économie de comprendre, pour comprendre cela et dire tout juste que ça ne fait que nous confirmer le caractère partisan et le manque de neutralité de l'administration congolaise. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Et c'est pour ça que je dis que si nous approfondissons l'analyse par rapport à l'arrêté 13205, la conclusion à laquelle nous allons arriver est simple. Les partis qui y figureront ne seront pas totalement en conformité avec la loi. Donc, vous avez un système mis en place par le ministère de l'Intérieur où on déclare des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Alors, lorsqu'on a rencontré le directeur général de l'administration du territoire, mais qu'on dit qu'il faut faire un additif à l'arrêté, mais quel additif? Vous n'allez pas faire un additif sur le fond. Je vous ai dit qu'en 2018, déjà, le texte ne contient que du faux. En 2020, nous venons de vous faire la preuve qu'il y a des éléments faux. Alors, on va continuer à faire quoi? Et on arrive à la situation de 2025, justement, celle qui fait couler beaucoup d'encre et où les gens se sont demandé, est-ce qu'on avait besoin de ça? Et évidemment, le pouvoir avait besoin de ça, parce qu'il a besoin de régler le compte d'un certain nombre d'acteurs politiques dans le cadre de l'élection. Et je vous rappelle, vous connaissez, nous l'avons suffisamment dit, vous connaissez le sort que subit Jean-Marie Michel Moukoko, vous connaissez le sort que subit André Okombi-Salissa, vous connaissez dans quelles conditions Brice Parfait Kolela nous a quittés et le testament qu'il nous a laissé en disant poursuivez le combat du changement. Parce que nos enfants en ont besoin. Et nous venons. Donc, quand on prend ce texte, l'arrêté 1726 MIDCAB, portant publication de la liste des partis pour l'année 2025, d'abord, il est curieux que cet arrêté soit publié le 30 juin. Si c'est pour l'année 2025, il devrait être publié pour qu'il court du 1er janvier pratiquement au 31 décembre 2025. Bref, nous ne faisons pas de commentaires, nous en avons déjà suffisamment fait. Nous allons juste regarder parce que nous avons lancé une enquête. Elle n'est certainement pas parfaite. Elle nous donne les tendances. Et ces tendances nous permettent d'avoir des conclusions qui sont claires et nettes. C'est pour ça que pour l'année 2025, nous allons faire l'effort de citer pour que le débat ait lieu. Parce que peut-être que lors de l'enquête, il y a eu des outils, il y a eu des omissions, mais nous voulons profiter de ça pour qu'avec ces tendances, nous arrivons à une conclusion globale. Le premier élément que je vais mettre à votre connaissance, s'agissant des sièges, des partis qui ont des sièges dans les départements. Je prends le département de la Liguala. Il y a 6 partis qui ont des sièges. 6 partis sur 42. Donc, il y en a 36. Si cette enquête s'avérait juste, il y en a 36 qui n'ont pas de siège dans la Liguala. Quels sont les partis qui ont des sièges dans la Liguala, d'après les
travail que nous avons fait, qui n'est certainement pas parfait, mais qui va donner la tendance. Il y a le PCT qui est associé, il y a l'UPADES, il y a le PRL, il y a la DRD, il y a le MCDDI, il y a le RDPS. Ça fait les 6 partis qui ont un siège dans la Likwala. Les 36 autres n'ont pas de siège dans la Likwala. Et c'est là où nous demandons à la population, au niveau de la Likwala, si ce que nous disons est faux, de nous aider à compléter cette information pour qu'elle soit juste, pour que nous soyons dans la transparence. Parce que les gouvernants ont peur de la transparence. Mais nous voulons y être. Donc, voilà la situation pour ce qui est de la Likwala. Quand nous prenons le département de la Sanda, au vu des résultats que nous avons aujourd'hui, qui peuvent peut-être être améliorés, nous avons 6 partis qui ont des sièges dans la Sanda. Quels sont ces partis? Excusez-moi, j'avais le papier de 2018. Je vais prendre celui de 2025. Je vais prendre celui de 2025. Excusez-moi, je lisais celui de 2018. Celui de 2025, il y a effectivement 6 partis qui ont des sièges dans la Likwala. Ces partis sont le PCT, l'UPADES, le RDPS, la DRD, le MCDDI et le PRL. Il y a peut-être quelques oublis, mais qui peuvent être corrigés. Donc, nous demandons à la population et aux responsables des partis qui apparaissent dans les 42 listes de nous aider à compléter dans tous les cas. Nous allons publier ces documents sur les réseaux sociaux pour que les amendements puissent être possibles. Mais ça donne la tendance. Ça veut dire qu'il y a près de 36 partis qui n'ont pas de siège dans la Likwala. Comment ont-ils été déclarés, reconnus par le ministère de l'Intérieur? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Quand nous venons à la Sanda, il y a 12 partis qui ont un siège dans la Sanda. Les partis sont les suivants, 12 partis des 42 qui apparaissent sur la liste. Donc, il y a 30 par rapport à la Sanda, il y a 30 partis qui n'ont pas de siège dans la Sanda. Il s'agit de quoi? Il s'agit des partis PCT, UPADES, RDPS, MAR, DRD, MCDDI, Club 2002 Pur, RC, PRL, PCAP, UDH Yuki et UPRN. Voilà la situation au niveau de la Sanda. Sur les 12, mais je suis convaincu que s'il y en a 30 qui n'ont pas été repérés, qui peuvent être considérés comme n'ayant aucun siège, même s'il y a des ajouts, ça ne peut pas dépasser 3 ou 4. Donc, le constat qui est fait est le même. Plusieurs partis qui ne sont pas conformes à la loi ont été reconnus par le ministère de l'Intérieur, qui devra certainement justifier devant les Congolais pourquoi il a fait déclarer des partis, il a reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Je viens à la cuvette ouest. À la cuvette ouest, il y a 6 partis. À la cuvette ouest, il y a 6 partis. Ces partis sont le PCT, l'UPADES, la DRD, le PRL, je suis à 5, et le RDP Mabamanseke. Voilà, au niveau de la cuvette ouest. Et si vous prenez que ces 6 partis, vous voyez bien que nous sommes très, très, très loin des 42 partis qui ont été annoncés. Et ça pose véritablement un problème. Et c'est des questions qu'il faut résoudre et qu'il faut régler fondamentalement. Maintenant, nous quittons la cuvette ouest pour venir à la cuvette où la situation est plus préoccupante, d'après ce que nous avons repéré. Et c'est là que les populations et les partis eux-mêmes devront aider à ce que l'on reconstitue la véritable situation. Il y a au niveau de la cuvette centrale, il y a le PCT, il y a le RDPS, il y a le parti UDH-Yuki. Ça fait 3 partis sur 42. Donc, il y a 39 qui sont censés ne pas avoir d'échelle, mais s'il y a des collectifs qui peuvent être apportés, nous savons bien qu'on ne couvrira pas les 39 partis. Donc, il y a bien des partis
qui ont été reconnus par le ministère de l'Intérieur, qui n'ont pas de siège dans ces départements. Quand nous venons dans le département des Plateaux, nous avons le PCT, la DRD, le Club 2002 Pur, le RC, et puis l'UPRN. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. Et je dis toujours dans le cas de l'enquête, parce que les sièges ne sont peut-être pas toujours visibles pour les enquêteurs, etc. Si on apporte le rectificatif, ça veut dire que dans les Plateaux, il y a près sur la liste des 42, il y a près de 37 partis qui n'ont pas de siège dans les Plateaux. Mais comme ils ont été déclarés, ou ils ont été reconnus par le ministère de l'Intérieur. C'est une situation extrêmement préoccupante. Maintenant, après les Plateaux, nous passons dans le Pool. D'après l'enquête que nous avons menée, il y aurait 15 partis qui auraient des sièges dans le Pool. Ces partis sont les suivants: le PCT, l'UPADES, le RDPS, la DRD, le MCDD, le Club 2002 Pur, le RC, le PRL, l'URC, l'UDH Yuki, le PULP, l'UDER Mouinda, le CNR, l'APC, et puis RDP Mabamantik. Voilà les 15 partis. Et si vous faites la différence, ça fait, d'après l'enquête là, ça fait qu'il y a 27 partis qui n'auraient pas de siège. Comment ils ont pu? Donc, même s'il y a des rectificatifs, s'il y a des réclamations, le constat général, c'est que le ministère de l'Intérieur, du point de vue de la tendance, a déclaré conforme des partis qui ne le sont pas, a reconnu des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Parce que quand on a lu la loi, ils n'ont pas les sièges dans tous les départements, dont celui du Poul. Maintenant, je passe à l'Alekoumou. Dans l'Alekoumou, il semblerait qu'il y aurait 8 partis qui auraient des sièges. Les 8 partis sont les suivants: le PCT, l'UPADES, le RDPS, le MAR, le Club 2002 Pur, le PRL, la chaîne, le MR, Mouvement Républicain. Voilà. Sur 8, et si vous faites la différence avec 42, ça fait 34 partis. Et même si on peut en ajouter après des réclamations, mais le constat est le même. Le ministère de l'Intérieur a reconnu des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi, rien que pour l'aspect relatif au siège. Maintenant, nous passons dans la Bouenza. Dans la Bouenza, il y en a 16. Ce sont les partis suivants: le PCT, l'UPADES, le RDPS, la DRD, le MCDDI, le Club 2002 Pur, le RC, le PRL, la chaîne, non, il y en a 17, la chaîne, le PCAP, le MNLC, UDH Yuki, UDER Mouinda, l'UDLC, le MEST, le CNR, l'APC. Et voilà, ça vous amène à 17 partis. 17 partis sur 42 annoncés. Donc, il y a près de 25 partis. On va me dire que l'enquête, c'est tout à fait normal qu'on découvre que l'enquête n'a peut-être pas découvert tous les sièges. Mais même si on en ajoute, on n'arrivera pas à 25. Ça veut dire que le constat est le même. Le ministère de l'Intérieur a reconnu des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Maintenant, si on passe au Niari, il y en aurait 14. Il y a le PCT, il y a le PCT, il y a l'UPADES, il y a le RDPS, il y a le MAR, il y a le Club 2002 Pur, il y a le RC, il y a la chaîne, il y a le PCAP, il y a le PAR, il y a le CIDES, il y a UDH Yuki, il y a le CAR, il y a le MDD et il y a le MR. 14 partis. Différence, ça fait 28. Et je termine par la zone qui semble avoir le plus grand nombre de sièges, parce que nous n'avons pas compté Brazzaville, en faisant l'hypothèse qu'il est tout à fait normal que la plupart de ces partis aient un siège à Brazzaville. Nous avons Pointe-Noire à Kouilou, on a jumelé les deux, pour des raisons évidentes que vous connaissez. Il y a donc le PCT, l'UPADES, le RDPS, le MAR, la DRD,
le MCDD, le Club 2002 Pur, le MDP, le RC, le PRL, la chaîne, le PCAP, le PAR, l'UDH Yuki, le PULP, l'UDR Mwinda, CDR, l'UPRN, le MEST, le CNR, l'Alliance et le RDP Mapamatik. Donc, quand on fait ce tour, comme on vient de vous le faire, par rapport au premier aspect, celui de l'article 11 de la loi sur les partis, qui est relatif au fait que les partis, semble-t-il, doivent avoir l'obligation d'avoir un siège dans tous les départements. Vous voyez bien que la situation est claire. Et la conclusion est simple. Le ministère de l'Intérieur a déclaré reconnu ou a publié une liste des partis pour l'année 2025 qui ne sont pas conformes à la loi. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur fuit la transparence, parce que la transparence est là. Et les populations qui verront ce texte, qui n'est certainement pas parfait, il y a peut-être des omissions, il y a peut-être des zones où les enquêteurs n'ont pas pu avoir accès ou bien ils n'ont pas pu avoir les réponses aux questions qu'ils ont posées à certains partis. Mais voilà la situation. La conclusion globale est simple. Aucun des partis apparaissant dans l'arrêté 1226, en dehors du PCT, qui a les sièges dans tous les départements, aucun autre parti n'est en conformité avec la loi de ce point de vue. Que faisons-nous? Pourquoi le ministère de l'Intérieur provoque cette situation? Pourquoi créer cette confusion en espérant que les Congolais ne seraient pas vigilants et n'allaient pas découvrir ça? Mais nous savons déjà que l'arrêté 1726 du 30 juin posait problème parce qu'il y avait déjà la présence du PCT qui n'est pas en conformité avec la loi. Donc, ça attirait notre attention. Donc, voilà, nous avons voulu faire état des éléments en termes de tendances que nous avons vues et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés de ce point de vue est claire. En dehors du PCT, qui a un siège dans chaque département, tous les autres départements n'ont pas de sièges dans tous les départements. Il y en a qui ont beaucoup de sièges, mais il en manque parfois dans dans deux départements. Je pense notamment, d'après l'enquête, je n'étais pas enquêteur, mais je pense à l'UPADES, je pense au RDPS, je pense à la DRD, je pense au PRL, je pense au RC, mais ce n'est toujours pas complet. Et même si on devait compléter, je vous assure, chers téléspectateurs, on n'aurait pas 10 partis qui sont conformes, qui devraient être retenus par le ministère de l'Intérieur pour conformité à la loi. Ce n'est pas possible. La question, que faisons-nous? Et nous passons au deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est celui qui est relatif à l'article 26, qui énonce clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et là, nous avons déjà évoqué le cas du PCT. Nous n'y revenons pas. On en a suffisamment parlé. Pour les autres, ils sont préoccupés par un aspect. C'est l'article 55 qui dit quoi? Qui dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Je vous ai dit, depuis 2002, aucun parti n'a osé le faire parce qu'il faut le faire au moment de la prise de fonction. Aucun ne l'a fait. De sorte que quand vous prenez les éléments qui ont été publiés au journal officiel par rapport à l'expérience de 2021, mais beaucoup de personnes, de personnalités qui étaient impliquées n'ont pas été capables de mettre le jour de la prise de fonction, mais parce qu'ils étaient gênés, parce que la loi dit que ça doit être fait le jour de la prise de fonction et vous voulez déclarer ça des mois ou des années plus tard, ce n'est plus conforme. Mais malgré ça, cet aspect de l'obligation de déclaration de patrimoine avait amené un citoyen à introduire un recours justement sur le fait que ce qui s'est fait en 2021 ne se faisait pas conformément à la Constitution. La Cour constitutionnelle a donné raison à ces citoyens. Et il y a une loi qui a été amendée, la loi a été amendée et il y a une loi qui est sortie en mai 2024. Mais vous voyez bien que depuis mai 2024, presque à tous les conseils de ministres, il y a des nominations. Mais vous avez constaté qu'il n'y a plus du tout de déclaration de patrimoine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut, et je l'appelle aussi aux membres du gouvernement. Il y a eu un dernier remaniement
Anatole Collinet Makosso a été reconduit Premier ministre. Il y a beaucoup de ministres. Mais à l'issue de ce remaniement, chaque ministre devait faire une déclaration de patrimoine, faire le point pour la situation antérieure et faire le point pour la situation. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, la plupart des partis qui ont des responsables, qui ont été nommés à des hautes fonctions publiques, mais sont dans une situation préoccupante parce que leurs membres n'ont pas été capables, n'ont pas pu, je ne sais pas si c'est n'ont pas pu, mais n'ont pas déclaré leur patrimoine conformément à la Constitution. Donc, si on fait le point par rapport à ces éléments, chers téléspectateurs, chers compatriotes, que découvrons-nous? Mais nous découvrons que l'arrêté 1226/MIT/CAB du 30 juin 2025 contient en fait des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et imaginez ce que doit être le courroux des partis comme le PSDC, comme le RDD, comme la Renaissance, comme le Pape et autres qui ont été exclus. Ça veut dire que la démarche visait quoi? Mais la démarche ne visait qu'une chose, éliminer les opposants. Ils sont gênants pour eux. Il fallait, parce que semble-t-il, on est dans une démarche d'aller, je ne sais pas si c'est à des consultations, à une concertation ou à un dialogue, parce qu'avec ces gouvernants-là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils respectent la loi, quand est-ce qu'ils ne respectent pas. C'était pour dire que ceux-là, ils peuvent aller au dialogue et à la concertation, et les autres ne sont pas. Malheureusement, quoique, Mirassa vous a mis à nu. Mirassa vous a mis à nu. Et il a fait ressortir clairement que les partis qui ont été retenus ne sont pas en conformité avec la loi. Et ça pose le véritable problème du ministère de l'Intérieur. Et les Congolais doivent comprendre à travers ce scandaleux tripatouillage que les résultats des élections ne correspondent pas toujours dans ce pays aux résultats sortis des urnes. Vous en avez la preuve. On déclare conforme des partis qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va vous proclamer élus des gens qui ne le sont pas. Que faisons-nous? Encore que pour la conformité, puisque le ministre Mboulou a voulu introduire cette situation. Je rappelle au ministre Mboulou que lui-même, il n'est pas en conformité avec la loi parce qu'il a fait partie des 2588 congressistes qui ont décidé unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. Il y a d'autres aspects qu'on peut aborder maintenant. Mais le ministre Mboulou se retrouve là dans une situation compliquée puisque nous découvrons qu'il a déclaré reconnu des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Pourquoi a-t-on peur de la transparence? Pourquoi le ministère de l'Intérieur, qui reçoit les rapports des préfets, n'est pas capable de nous faire un travail, un tableau comme celui-ci? Pourquoi le ministère de l'Intérieur ne publie pas un document où il fait apparaître parti par parti les adresses des différents sièges dans les différents départements du Congo? C'est compliqué ça, mais ils peuvent le faire. Mais nous avons, grâce à ce travail, grâce à cette enquête, permis de dire, et je m'adresse à mes amis qui n'ont pas vu leur nom apparaître, chers frères, on a voulu nous exclure de la vie politique, de l'animation politique. Et il faut que nous soyons vigilants, que nous nous battons. Aujourd'hui, nous portons à la connaissance des gouvernants, particulièrement à l'attention du président de la République, que le décret 1726/MIT/CAB du 30 juin 2025 contient des éléments faux et que la plupart des partis qui ont été reconnus ne sont pas en conformité avec la loi. De quelle est la loi que le ministre Mboulou a appliquée? Qu'il la mette à notre disposition pour que nous l'apprécions, pour que nous voyons. Donc, quand on était avec le directeur de l'administration du territoire, il parlait de faire un rectificatif. Mais il n'y a pas de rectificatif. Cet arrêté doit être retiré. Cet arrêté doit être retiré. Et les préfets des différents départements qui ont dû envoyer des documents pour dire que les gens qui n'avaient pas de siège en avaient, il faut qu'ils soient sanctionnés. Ce n'est pas normal. On joue avec la vie des Congolais. On veut jouer avec les élections.
L'élection sert à ce que les Congolais choisissent librement leurs dirigeants. Pas qu'on mette un système mafieux basé sur la tricherie et la fraude pour essayer de détourner les Congolais de leur. Donc voilà, chers téléspectateurs, l'opération que nous avons voulu faire aujourd'hui sur la base de ce qu'on a voulu nous divertir, etc. Mais nous avons voulu porter à la connaissance des Congolais et à la connaissance des téléspectateurs que ce qui a été fait. Et nous sommes prêts à avoir le débat en termes de contradiction. Sauf que cette fois-ci, le peuple doit nous aider. Parce que le peuple vit dans ces départements, le peuple vit dans ces arrondissements, dans ces districts et dans ces sous-préfectures. Il est en mesure de nous dire, ah là, vous avez oublié. Mais en gros, la tendance est claire. Tous ces partis. Maintenant, le PCT, ben, il n'est pas en conformité. Nous avons suffisamment épilogué là-dessus, nous n'allons pas y revenir. Donc, chers téléspectateurs, nous voyons bien quels sont les enjeux de l'élection de l'année 2026. D'un côté, il y a des gouvernants qui veulent violer toutes les lois. Nous avons déjà dit, par exemple, que le président du Parti congolais du travail ne peut pas préparer une élection libre, démocratique et transparente. Mais ils sont en train de forcer. Et moi, je dis, c'est un coup de force constitutionnel. C'est peut-être pour ça qu'il y a des spéculations comme quoi, après le coup d'État qui a été annoncé, il y aura certainement une autre annonce d'un coup d'État pour que Mirassa soit pris dans la nasse. Pourquoi? Mais parce que Mirassa met à nu ces choses-là. Et il faut que vous sachiez que nous avons fermé les yeux depuis 2002. Mais depuis 2002, c'est comme ça que les choses tournent. Et il faut que nous les ouvrons, les yeux. Il faut que nous les ouvrons. Alors quand on nomme les sous-préfets, les préfets, les sous-préfets, c'est pratiquement les membres du Parti congolais du travail. On ne les nomme pas là parce qu'ils sont compétents. Non, on les nomme là parce que la mission essentielle qu'on leur donne, c'est agir pour la conservation du pouvoir. C'est tout. Maintenant que nous l'avons compris, il faut que nous agissions. Donc, en conclusion, chers téléspectateurs, nous avons voulu nous livrer à cet exercice. Et nous sommes tristes de constater que les gouvernants non seulement violent les lois et règlements de la République dans l'impunité totale, mais ils se lancent également dans les opérations de fraude. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas sûrs que si on prépare une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée, que les Congolais choisissent. Ils savent que les Congolais ne veulent plus d'eux. Ils savent que le bilan est négatif. Et pour ça, ils se disent, bon, ils ne nous aiment pas, mais nous avons la maîtrise de l'appareil et nous allons utiliser cet appareil pour nous imposer. C'est à nous, Congolais, d'ouvrir les yeux et de faire en sorte que ce genre d'opération ne passe pas. Vous avez vu le ministre Mboulou qui fait ce genre de documents. Il a déjà sorti des petites notes pour demander, soi-disant, à une certaine opposition de désigner les gens pour l'opération des révisions des listes, etc. Mais à d'origine, en 2013, il a été dit clairement que l'opération qui consiste à procéder à la maîtrise du corps électoral par la révision extraordinaire n'aboutit pas, ne donne pas de bons résultats et ne permet pas effectivement la maîtrise du corps électoral. Où en sommes-nous avec la biométrie? Le ministre Mboulou peut-il rendre compte aux Congolais de la biométrie? C'était subordonné au recensement. Il ne faut pas qu'il vienne nous parler de la réforme du système de l'état civil. Et entre-temps, dans les quartiers, les rumeurs circulent que les gens ont commencé dans leur laboratoire à fabriquer des actes de naissance, à fabriquer des cartes nationales d'identité, à faire un certain nombre de choses. C'est aux Congolais. Maintenant, je donne la preuve de la voie qui a été choisie. Alors, je souhaite, pour ma part, que fort de cette démonstration, pour laquelle je suis prêt à confronter les résultats que nous avons avec ceux du ministère de l'administration du territoire qui n'osent pas les publier. Mais j'invite les populations à nous à corriger parce que nous allons mettre ces tableaux sur les réseaux sociaux. La conclusion est simple. Le ministre Mboulou doit retirer l'arrêté 1726/NID/CAP du 30 juin 2025. Il ne contient que du faux. Il ne vise qu'une chose, la conservation du pouvoir. Mais les Congolais, s'ils veulent d'une élection, c'est une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée.
S'ils veulent un dialogue, c'est un dialogue national inclusif, où on ne fait pas des petits calculs pour amener des gens qui vont essayer de vous positionner. Et nous avons toujours compris, parce qu'il y a un mot qui m'a fait souffrir quand j'ai suivi l'intervention d'un responsable du PCT qui un jour, en parlant de la conférence nationale, a parlé d'escroquerie. Non, c'est inacceptable. Et si on veut aller à un dialogue, si on veut aller à une concertation, il faut que ce soit pour que l'élection soit libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Et dans ce cadre, nous avons suffisamment d'éléments pour dire que le PCT doit être sanctionné. Il aurait dû l'être depuis longtemps, mais il doit être sanctionné. Donc aujourd'hui, le problème du ministre Mboulou, le problème du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, le problème du président de la République, j'ose espérer que le 15 août, ça sera possible. C'est d'expliquer aux Congolais pourquoi ils violent la loi. C'est d'expliquer aux Congolais pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. C'est d'expliquer aux Congolais pourquoi le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Parce que le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. L'article 15 précise bien que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Aucun article ne permet à un dirigeant, à un membre d'une institution, à un responsable d'une institution. Maintenant, le deuxième aspect que je vais aborder, qui est clair, si la situation est véritablement vérifiée, celle que je viens d'étaler, le ministre Mboulou doit tirer les conséquences de cette situation. Il doit lui-même tirer les conséquences de cette situation. Et nous en appelons à l'Assemblée nationale, nous en appelons au Sénat, nous en appelons au Premier ministre du gouvernement, nous appelons au président de la République de tenir compte de ces informations que nous venons de livrer. Les Congolais n'ont pas besoin de perturbation. Les Congolais n'ont pas besoin de perturbation. Et après, quand vous viendrez, après ça, devant les Congolais de parler de paix, le message ne passera pas, parce qu'il sera faux. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la ruse, il y a de la malice dans cette façon d'agir. Et les Congolais n'en veulent pas. Les Congolais qui n'ont que trop souffert dans ce pays, avec tout ce que l'on a connu, ne veulent qu'une d'une chose, la paix, la préparation des élections dans la paix et pour la paix, et pour que le choix des Congolais puisse être le choix des urnes qui soient retenues et que nous ayons en place des dirigeants qui puissent prendre la responsabilité de le sortir de la situation chaotique, dramatique et préoccupante dans laquelle le pays se trouve. Donc, chers téléspectateurs, voilà un peu le message que j'ai voulu faire passer. Nous avons beaucoup de questions sur cet arrêté 1226. J'ose espérer qu'à travers les émissions, nous faisons apparaître un certain nombre de choses. Sur la Constitution, je terminerai sur quelque chose que le président Sassou a dit lui-même, sur laquelle je reviens souvent. En novembre 1992, lorsqu'il a dit « J'insiste pour dire que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. J'insiste pour dire que je n'accepterai pas que soient organisées dans ce pays des élections hors la loi. » Et je crois que c'est fort de ce message que nous vous invitons à la réflexion, à la méditation, à la situation de l'avenir du Congo. C'est sur ces mots que je termine cette émission et que je vous remercie pour votre aide. C'est pour ça que je termine l'émission sur ces mots, en vous rappelant ce que j'ai déjà annoncé, à savoir que le 12 août à 18h, nous aurons un rendez-vous dans le cadre d'un webinaire que j'organiserai et que je serai prêt à répondre à toutes les questions qui me seront posées. J'ose espérer que nous serons tous, pour ceux qui le peuvent, au rendez-vous et que nous ferons que cette émission soit véritablement une grande réussite. Merci bien pour votre aimable attention et merci à notre prochaine rencontre qui devrait avoir lieu le 2 août et j'ose espérer que nous retrouverons un bon thème pour que nous évoluions. À bientôt.